pour moi, je continue à penser à cette pauvreté culturelle dont parlait Patrice Meyer-Bisch ce matin, et qui raconte les 100 parts, dont par ailleurs Madeleine vous avez parlé, qui raconte le manque de l'accès à la culture, de la participation à la culture, de la contribution à la culture. Et que ça, c'est tout de même une chose qui, même s'il y a cette bonne nouvelle, qui nous continue à nous étreindre et à nous stimuler pour que, effectivement, des politiques culturelles publiques de la culture puissent se mettre en place, qui ne soient pas simplement le constat est un peu auto-flatteur de ce qui a été mis en place depuis des années, mais peut-être aussi de nous mettre en chemin vers autre chose. Et je dois dire que là, je parle effectivement beaucoup, non pas au titre de toutes ces grandes institutions que vous avez nommées, Madeleine, mais aussi de toutes ces initiatives d'artistes, d'associations, de compagnies qui peuvent exister à travers le territoire et qui, de fait, pour beaucoup d'entre elles, sont confrontées à la politique culturelle dont vous avez parlé, Patrice Meyer-Bisch. Et je trouve que ça, c'est pour moi tout de même essentiel dans cette réflexion aujourd'hui sur les droits culturels. Alors, c'est vrai que, en préparant cette séance avec Éric Fourreau, c'est vrai que je suis très inquiet aussi de la manière dont aujourd'hui, dès maintenant, dans certains discours d'élus, dans certains points de vue, qui peuvent se référer aux droits culturels, eh bien, on tend à créer des clivages qui me semblent totalement négatifs. Le clivage qui, pour moi, paraît le plus inquiétant, c'est le clivage qui peut être fait entre les artistes, notamment les artistes professionnels, et tous les autres. On le voit dans certaines municipalités, j'en connais en Rhône-Alpes, je vois certaines municipalités qui peuvent être considérées comme par ailleurs idéologiquement proches, effectivement accentuer ces clivages-là. Je sors d'un débat à Vaux-en-Velin sur les droits culturels, et c'est vrai qu'à un moment, je suis intervenu sur cette question-là, parce que je pense qu'il y a des éléments de la politique municipale qui prêtent à contestation justement de ce point de vue-là. Et j'ai dit, mais oui, si on va vers un clivage au nom des droits culturels entre les artistes et le reste de la population, c'est pas le reste, c'est la population, eh bien, on est tout à fait, on n'est pas du tout dans cette problématique des droits culturels. Et une réponse qui m'a été faite, et je la retiens volontiers, c'est qu'effectivement, les droits culturels, c'est aussi les droits culturels des artistes. Et Jean-Michel Lucas, tout à l'heure, a dit quelque chose dans ce sens-là. Moi, je vois actuellement dans ce référentiel des droits culturels, je et mon organisation, le CINAVI, voit effectivement un référentiel qui permet que les principes de la liberté d'expression, la liberté de création, sont effectivement au cœur de la problématique des droits culturels. Ne sont pas menacés par eux, mais sont au cœur. Alors comment, en fait, concrètement, cela est-il pensable? Et moi, là-dessus, je vais être amené à parler de mon expérience en tant que metteur en scène qui travaille dans un théâtre qui est dans un quartier très populaire à Lyon et où je développe depuis 2003 des projets et des rencontres et le plus possible aussi un espace public avec des habitants. Ce que je ressens encore, très fortement, c'est à travers cette expérience-là, je sens très fortement les mots, la justesse des mots qui ont été employés ce matin. On a parlé d'humiliation, on a parlé de violence symbolique, on a parlé ce matin, tout à l'heure, Maurice Touré parlait de perte du sens symbolique du travail artistique, etc., etc. Pas simplement peut-être pour les artistes, mais surtout pour ceux auxquels ils s'adressent. Eh bien, je pense que cette dimension, qui est une dimension douloureuse, on ne peut pas l'évacuer si on parle des droits culturels. On ne peut pas faire comme si, effectivement, les droits culturels résolvaient un peu l'ensemble de la chose. Comment passer de ce constat d'humiliation ou de violence qui peuvent exister par rapport à la culture, c'est-à-dire du sentiment que la culture elle-même est porteuse de violence parce qu'elle vous éloigne d'un accès à la citoyenneté alors qu'elle devrait permettre l'inverse. Comment passer de cet état d'humiliation à la formidable perspective d'émancipation promise par les droits culturels?
Donc ça, c'est vraiment la question, pour moi, essentielle. Et on ne peut pas dire qu'on ne peut pas se féliciter uniquement pour ça, encore une fois, du fait que nous avons de merveilleux outils ici en France. Il faut que nous en inventions des nouveaux. On en a parlé ce matin des ateliers, des lieux intermédiaires. C'est une expérience importante, mais il y a des tas d'autres choses qui sont à l'initiative de compagnies ou d'associations ou de regroupements d'artistes. Et donc ça, je trouve que c'est essentiel à prendre en compte. Comment on passe à ça? Et comment, d'une certaine manière, ce qui se joue autour des droits culturels, finalement, c'est peut-être l'affirmation, c'est l'exploration d'une culture partageable. Moi, c'est ce que j'entends très fortement. Hein. Quelque chose qui, afin de pouvoir arriver à cette condition essentielle qui est d'arriver à sa propre parole publique. Hein. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, il y ait que se constituent des espaces publics de parole, des espaces publics. Jean-Michel Lucas parle de palabres, mais je trouve que le terme est exact, de palabres, en sachant très fortement aussi que sur ce plan-là, ces espaces ne sont pas des espaces dénués de conflits. Moi, j'en ai l'expérience, je veux dire. J'en ai l'expérience quand je travaille avec des habitants à Lyon sur la question du voile qui a été abordée ce matin, ou sur la question de la cité idéale. Eh ben, on passe son temps à s'engueuler. Et on s'engueule, c'est normal, parce que moi, ma formation, ma propre culture en tant qu'artiste, elle est très différente de la plupart des gens qui sont en face de moi. Et les gens qui sont en face de moi, eux-mêmes, ont entre eux des différences essentielles. Donc en passer par ce temps de palabres, de discussion, ce temps qui peut être conflictuel, me paraît, moi, essentiel. Alors, quel est, en même temps, bon, bah ça, c'est l'espace public, c'est l'espace commun. Mais quelle est du coup, par rapport à ça, quelle est la place possible pour les artistes? Et moi, il y a des éléments qui ont été dits dans cette journée qui me semblent vraiment intéressants et que je souhaite reprendre. Je vais juste sur 2 points, Eric, si tu veux bien. 2 points. Je pense qu'il y a une évolution aussi du travail d'artiste aujourd'hui qui est de transmetteur et passeur à médium. Et ce terme de médium me paraît important. Je l'emprunte de façon un peu détournée à Walter Benjamin, dans l'idée qu'effectivement on a créé ces espaces de public de parole ou ces espaces de rencontre autour d'un projet artistique. C'est des espaces à la fois de reconnaissance et de brouillage. On n'est pas dans la médiation simple, on est dans un travail autour du symbolique justement. Donc espace médium. Deuxième point important, et je m'arrêterai là Eric, c'est effectivement que nous sommes dans un travail aujourd'hui, non moins peut-être pour des artistes, peut-être qui évoluent entre la diffusion des œuvres constituées vers des processus, leur implication dans des processus d'infusion. Ça n'est pas rien que dans la LCAP soit noté qu'aujourd'hui les activités d'éducation artistique et action culturelle font partie de l'activité des artistes dans le cadre de leur activité professionnelle, donc de leur activité d'artiste. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une possibilité pour les artistes de travailler en infusion, c'est-à-dire dans un rapport de proche en proche, où les processus sont plus importants quelquefois que les œuvres, où la pratique, où la durée est importante, et où ce qui est en jeu au fond de tout ça, c'est effectivement un processus de désassignation. Certes, ne confondons pas les places, Madeleine, mais moi je pense que dans ce travail-là, en tant qu'artiste, quelque part, je me désassigne de la propre perception de l'artiste qui peut exister, de la perception sociale de l'artiste qui peut exister. Et c'est à cette condition-là que je peux retrouver ma liberté, de la même manière que peut-être ces espaces sont la possibilité pour des personnes d'elles-mêmes d'entamer un parcours qui permette aussi des désassignations, pour reprendre le terme de Rancière, de désassignation par rapport à des catégories. On en parle de moins en moins heureusement des publics empêchés, ou alors des assignations aussi territoriales. Je partage tout de même ce qui a été dit sur le fait que c'est stigmatiser un lieu que de l'énoncer immédiatement, comme trop souvent dans les cadres des politiques de la ville, comme des déserts culturels. Donc là, on est aussi un travail de désassignation. Merci, et ça, je suis au cœur de mon travail artistique quand je fais ça. Eh bien, voyez-vous, Éric Fourreau, je vais devoir contredire le philosophe John Austin, quand dire c'est faire. Dire ne suffit pas toujours à faire, et nous en avons fait l'expérience depuis une vingtaine d'années avec les référentiels qui structurent, croyons-nous,
les politiques culturelles. Et bien loin de moi l'idée de minimiser l'importance de cette introduction des droits culturels dans la loi et même dans les lois, mais interrogeons-nous sur les conditions de leur traduction dans l'action publique. C'est, je crois, ce qui importe, et ce, de façon sans doute assez urgente. Alors, il existe une véritable passion française pour les définitions. C'est peut-être dû au fait que notre plus ancienne académie refait chaque année son dictionnaire. Et c'est un petit peu la même chose dans les colloques sur les questions culturelles. Je pense qu'il y a effectivement des différences entre des théories du choc électif, de la démocratisation culturelle, de la démocratie culturelle, de la diversité culturelle et maintenant des droits culturels. Mais n'accordons pas de pouvoir magique à ces formules. Demandons-nous plutôt comment les différentes catégories d'acteurs s'en servent et parfois les instrumentalisent pour défendre leur manière de voir et leur manière d'agir, et parfois aussi, il faut bien le reconnaître au passage, leurs intérêts, car la société est ainsi faite que nous ne sommes pas mus seulement par des désirs, mais aussi par des intérêts. Alors, parmi les implications d'un changement de paradigme tel que celui des droits culturels, il y a 4 idées qui me paraissent très importantes du point de vue justement de leurs effets concrets, de leur capacité d'entraîner des modifications dans les façons de faire. D'abord, j'ai compris que fréquenter ne suffit pas, il faut aussi participer, même si l'homme qui a dit que c'était l'important n'est pas forcément idéologiquement de mes références habituelles. Pierre de Coubertin. J'ai compris aussi que l'accessibilité ne pouvait pas être un seul critère pour le partage des œuvres d'art et des biens communs de la culture, mais qu'il faut aussi renforcer des capacités, développer des capacités aussi bien individuelles que collectives. J'ai compris aussi que découvrir, c'est bien, mais que rencontrer et échanger à partir de cette rencontre, ça laisse plus de traces après dans les esprits et parfois dans les corps aussi. Et puis enfin, j'ai compris que l'articulation entre création, diffusion et transmission, qu'elle soit par le biais de l'éducation ou par le biais de la médiation, que cette articulation est sans cesse à réinterroger et que les droits culturels sont une invitation à souder davantage ensemble, mais toujours de façon souple, les 3 séquences de cette vie de l'œuvre et des processus de production et d'appréciation de celle-ci. Alors, reste à traduire cela de façon un petit peu concrète. Pour cela, je pense qu'il vaut mieux que nous partions non pas de nos points d'accord, qui ne sont pas si faciles à cerner, mais plutôt de nos points de désaccord. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans le processus même d'élaboration de la loi, même si ça va être abordé de façon très feutrée et courtoise entre le représentant de l'Assemblée nationale et une représentante du Sénat, il y a eu quelques malentendus dans la navette, pourrait-on dire. Et par ailleurs, si la conclusion est heureuse et si tout ça s'est synthétisé dans 2 textes, on voit bien que les droits culturels vont continuer pendant longtemps à se heurter à 2 types de critiques qui ont toutes 2 la particularité de transcender les clivages entre gauche et droite. Une critique qui vise surtout la dimension individuelle de ces droits, attention au nivellement par le bas, partir des capacités réelles des individus et de leurs besoins tels qu'ils s'expriment, c'est non seulement se limiter éventuellement à ce qui a déjà été acquis et non pas tout ce qui peut être encore conquis, mais ça peut être aussi se soumettre aux prescriptions de l'industrie culturelle de masse qui a une très très forte puissance pour formater et limiter les besoins et surtout les orienter.
Sur le plan collectif, on le sait bien. Cette critique m'a été renvoyée de façon surprenante par un de mes étudiants d'origine iranienne dans mon cours de sciences politiques de la semaine dernière. Attention au communautarisme. C'est dans la revendication de droits collectifs qui peuvent aboutir à une subordination des droits individuels que réside le danger. Et je sais bien que nous avons des trésors de rhétorique à opposer à cette affirmation, mais dans le contexte d'une campagne électorale et des semaines folles qui suivront, et des autres campagnes électorales qui viendront, je ne suis pas sûr que toute cette capacité rhétorique pourra suffire à évacuer ce type de critique. Donc partons de ces problèmes pour y faire face et en cherchant comment on pourrait éventuellement traduire ça par des orientations et des méthodes. Alors, je vais essayer d'être très bref, parce qu'il ne s'agit pas d'un programme électoral, vous l'avez bien compris, mais juste d'une invitation à penser au-delà de ce premier temps d'élaboration. D'abord sur la question des biens communs. Il y a effectivement tout un travail qui est nécessaire pour intriquer davantage ce qui relève d'une mémoire individuelle et d'une mémoire collective. Nous l'avons vu par exemple à l'occasion des commémorations, qu'elles soient celles lointaines de la Première Guerre mondiale ou celles très très proches encore du 13 novembre de l'an passé. Si nous voulons qu'il y ait une appropriation des patrimoines locaux ou nationaux, y compris même des histoires collectives, alors ça passe aussi par le développement des capacités de mise en récit par les individus de tout ce qui fait qu'ils rencontrent à un moment donné ou qu'ils croisent même de façon brutale cette histoire locale ou nationale. L'ouverture d'un héritage universel, c'est aussi quelque chose qui se construit. L'idée que parmi les biens communs, il y en a qui n'ont pas de nom encore, qui relèvent d'un patrimoine immatériel, qui sont tissés d'histoire et d'expérience, et souvent venus d'ailleurs autant que d'ici, ça c'est quelque chose qui s'impose à mon sens comme une prescription à toute personne qui entend penser et mettre en œuvre l'action publique. Et puis ce passage de l'individuel au collectif et vice-versa, il peut se réaliser aussi dans les petites choses, les petites réalisations, et pas simplement dans la célébration et la sauvegarde du patrimoine. Du point de vue des capacités à développer, bien sûr, ça nous appelle à revoir d'un œil plus exigeant les politiques d'éducation artistique tout au long de la vie. On avait coutume de dire de la maternelle à l'université, et bien de la maternelle à la maison de retraite. Se cultiver, ça signifie mettre parfois en jachère, mais surtout fertiliser un certain nombre de territoires culturels que l'on a pu traverser au cours de sa vie. Ça demande évidemment un deuxième aspect qui est très important, qui est d'accompagner les pratiques d'amateurs au pluriel. C'est soi-disant une évidence depuis que quelques inflexions ont été données à la politique ministérielle, notamment du temps de Catherine Trautmann, mais c'est encore très très loin d'être une réalité partout. Et pour que ça se développe, alors il faut partager des moyens d'agir, et ça concerne en particulier les jeunes et les plus démunis. Ça veut dire donner des appuis partout où les initiatives sont possibles. Je vais bientôt terminer. Du point de vue de l'articulation entre la création et tout ce qu'on appelle ordinairement programmation, diffusion, je pense qu'il faut évidemment aborder l'aspect de la collaboration, de la construction en commun d'un certain nombre de processus, c'est ce qu'on a vu avec les nouveaux commanditaires, mais il ne faut pas évacuer aussi la discussion en amont et en aval. Pas de création sans critique, pas d'expérience de l'art sans expérience de la confrontation avec les autres sens, les autres interprétations possibles de cela. Alors, plus tard, dans un autre colloque, on développera, et je dis juste très très brièvement les têtes de chapitre, ce que pourraient être des critères
pour la construction ou la co-construction de ces politiques publiques, que ce soit au niveau ministériel, interministériel, c'est important, ou territorial. D'abord, l'appréciation des projets, et ce n'est pas seulement dans des appels d'offres seulement pour les droits culturels. Ça doit traverser, c'est une lecture qui doit traverser l'ensemble des projets, y compris des projets artistiques ou des projets patrimoniaux. C'est l'accompagnement des acteurs et ça passe aussi par des pôles de ressources et ça passe évidemment par des initiatives importantes sur la toile, parce que pour beaucoup d'acteurs, la boîte à outils, elle est d'abord numérique. Et si on n'a pas une prise de conscience de ça, si on n'a pas des outils qui sont à la dimension de l'enjeu, ce sont les algorithmes de Google et de Facebook qui nous dicteront à chacun les... Merci Emmanuel pour ta phrase de conclusion. Alors la phrase de conclusion, la voici. Il faut aussi évidemment de l'évaluation des effets, ça passe par des études, mais ça passe aussi par une démarche participative d'évaluation. L'évaluation, ce n'est pas une inspection, c'est ce à quoi on pense dès le début du projet, quand on fixe des objectifs et qu'on se demande avec anxiété, puisqu'on sait qu'on ne les atteindra pas, comment on pourrait s'améliorer dans cette recherche. Un dernier mot que me permettra et Eric et Patrice Meyer-Beach. Je pense qu'on peut rajouter à la déclaration de Fribourg un tout petit codicile, un dernier droit culturel, le droit pour chacun d'interpréter à sa façon la définition des droits culturels. L'objectif de ce colloque, c'est de dire les droits culturels inscrits dans le droit positif français et après. Et peut-être, justement, si on veut parler de l'après, de l'avenir, il faut peut-être revenir sur ce temps parlementaire que nous avons été plusieurs à vivre récemment, et parce que justement les droits culturels sont inscrits dans notre droit positif finalement depuis très peu de temps. Ce qui peut paraître paradoxal, puisque la France a été moteur dans l'élaboration de la Convention UNESCO sur la diversité culturelle des expressions artistiques, qui est une convention qui date de 2005, donc il y a 11 ans de cela, et nous en avons d'ailleurs fêté le 10e anniversaire récemment, c'était très exactement il y a un an à l'automne dernier. Et d'ailleurs, au nom de la commission que je préside à l'Assemblée nationale, j'avais été chargé d'un rapport justement visant à évaluer cette convention 10 ans après, signé par 139 pays au monde et par l'Union européenne en tant que telle, depuis 2009. Ce qui est tout à fait déterminant, je le rappelle, par rapport à certaines initiatives de la Commission qui nous amènent régulièrement à nous mobiliser. Et, notons-le aussi, au-delà de ce qui s'est passé électoralement la semaine dernière, les États-Unis d'Amérique n'en sont toujours pas signataires. Donc je dis cela parce que c'est en référence à cette convention UNESCO que nous avons été amenés à légiférer. Cela a été déjà exprimé et comme j'arrive, si j'ose dire, en fin de débat, évidemment, j'ai presque mauvaise grâce à rappeler l'article 103 de la loi NOTRe, mais qui ne date après tout que d'août 2015, ou encore l'article 3 de la loi dite LCAP, encore plus récente, puisque datant de juillet dernier. Ce qui me paraît intéressant par rapport au débat que nous avons cet après-midi, c'est que dans les deux cas, le législateur n'a pas fait le choix de définir en tant que tel les droits culturels, mais plutôt de positionner les politiques culturelles des acteurs publics en référence à ces droits tels qu'énoncés justement par la Convention UNESCO de 2005. Je rappelle également, c'est important pour la jeunesse, peut-être l'avez-vous évoqué, si c'est de la répétition, je vous prie de bien vouloir m'en pardonner, je rappelle que la Convention UNESCO de 2005 renvoie elle-même précisément dans ses considérants à l'article 5 de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001. Je vois que Jean-Michel Lucas hoche de la tête, ça me rassure. Donc, Déclaration universelle qui proclame, et je vais lire ce qu'elle proclame, cette Déclaration universelle, parce que je pense qu'elle éclaire de façon intéressante le débat que nous avons aujourd'hui. Toute personne de pouvoir s'exprimer, créer et diffuser ses œuvres dans la langue de son choix et en particulier dans sa langue maternelle. Toute personne a le droit à une éducation
et à une formation de qualité qui respecte pleinement son identité culturelle. Toute personne doit pouvoir participer à la vie culturelle de son choix et exercer ses propres pratiques culturelles dans les limites qu'impose le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Fin de citation. Et de fait, force est de constater que cette définition correspond pleinement, notamment, au champ des 3 premiers articles de la loi LCAP. Celle qui énonce la liberté de création en tant que telle, l'article 2 qui affirme tout autant la liberté de diffusion artistique et qui, à l'initiative du Sénat d'ailleurs, de Sylvie Robert en particulier, et je n'oublie pas le rôle déterminant évidemment de Marie-Christine Blandin, a voulu que les entraves à ces 2 libertés, création et diffusion artistique, soient sanctionnées et explicitement dans le Code pénal, pour que ce soit effectif et que ce ne soit pas seulement des pétitions de principe, des proclamations. Et dans l'article 3, qui détaille les objectifs de la politique artistique et culturelle, figure notamment, en déclinaison de la Déclaration universelle de 2001, je le rappelle, la garantie de la diversité de la création et des expressions culturelles, la liberté de choix des pratiques culturelles et des modes d'expression artistique, l'intégration de la culture à l'éducation, et évidemment, oserais-je dire, l'égal accès des citoyens à la culture et aux œuvres, et encore le développement des activités de création artistique pratiquées en amateur. Je dis cela parce que plutôt que la reprise d'une définition des droits culturels existant déjà en droit international, la loi française que nous venons de voter a donc fait le choix d'assurer leur mise en œuvre effective en consacrant le principe de la liberté créative et en fixant un certain nombre d'objectifs à l'action publique dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales, naturellement, puisque cette liberté d'administration, vous le savez, est garantie par la Constitution. En écho à toutes les expériences que vous avez dû évoquer ce matin et en début d'après-midi, et j'ai écouté la fin du débat précédent, reconnaissons toutefois que la France n'a pas attendu, heureusement, l'entrée de la notion de droit culturel dans son droit positif interne pour mener une politique culturelle active, soutenant les créateurs dans tous les domaines de la création et souhaitant ouvrir la culture au public le plus large. Multiples témoignages, et je reprendrai d'ailleurs ceux qui sont des acquis essentiels, pour lesquels nous nous sommes encore mobilisés récemment et qui, suite à l'accord historique du 28 avril auquel Hortense Archambault a tant contribué, nous avons un régime spécifique d'assurance chômage pour les emplois artistiques. Et je dis cela parce que ça fait partie, effectivement, de ces droits culturels effectifs. Nous avons un système, avons-le élaboré, nous essayons même de faire de telle sorte que nous ne soyons pas les seuls à l'avoir, un système élaboré de protection des droits des artistes et des créateurs, du droit d'auteur, naturellement. Nous avons, et c'est souvent présenté comme une priorité, un objectif d'éducation artistique et culturelle dès le plus jeune âge. Nous avons des politiques des publics qui sont mises en œuvre par la plupart des institutions culturelles, ou encore nous avons le soutien à la création dans l'espace public pour rapprocher les œuvres des personnes qui en sont les plus éloignées. Je rassure Vincent Badi, sans utiliser les termes que je n'aime pas plus que lui, de public empêché ou de désert culturel. Je dis ça parce que le 1% travaux publics, bien représenté dans cette salle, fait partie justement de la place de l'art dans l'espace public. De ce fait, pour conclure ce propos introductif, si on évoque l'avenir des droits culturels, je pense que plus que jamais, il faut l'inscrire dans la réalité contemporaine et surtout dans cette période d'extrême fragilité de tension que nous connaissons actuellement. Madeleine l'évoquait et d'autres encore, Vincent Badi à l'instant. Je dis cela parce que j'ai peut-être, comme député du 11e arrondissement, à l'esprit ce que j'ai vécu
évidemment tout au long de la longue journée d'hier, le Bataclan et Charlie Hebdo étant dans ma circonscription législative. Mais je voudrais que nous puissions plus que jamais, à partir du moment où on a été amené dès le 7 janvier 2015 à dire que dans ce monde si troublé, plus que jamais, il fallait faire appel à l'éducation et à la culture, que tout ça prenne un sens. Et à travers ce que nous exprimons ici aujourd'hui, et encore plus, compte tenu de la présence d'acteurs culturels de terrain, si j'ose dire, au meilleur sens du terme, que cela soit, c'est je crois Emmanuel qui l'évoquait, plus dans le faire que de le dire. Il faut le dire aussi, mais le faire, évidemment, est encore plus essentiel. Donc je pense que l'avenir des droits culturels est plus que jamais dans nos mains collectivement. Et à partir de là, à nous donc de renouveler sans cesse nos engagements individuels et institutionnels. Le renouvellement est une nécessité absolue dans ce monde qui bouge tant et qui parfois bouge pas forcément comme on le souhaiterait. De convaincre, oui, de convaincre, et toujours de l'importance de la culture pour la vitalité démocratique et sociale. Et il faut, je rejoins Vincent Badi, effectivement, ces temps de palabres, pour reprendre le terme de Jean-Michel Lucas, de paroles publiques conflictuelles. Mais aller, comme nous sommes amenés, comme élus, tout du moins pour les élus urbains, à fréquenter assidûment les conseils de quartier, vous avez déjà des temps de parole publique inévitablement conflictuels. Le temps de palabres est malheureusement consommé. Je suis dans ma dernière phrase, si vous me permettez de conclure. Nous devons évidemment rester vigilants face aux tentatives de contrôle ou de censure de la liberté créative. Le danger est toujours présent, mais aussi de réfléchir ensemble, créateurs et décideurs publics, acteurs éducatifs et culturels, chercheurs, tout simplement citoyens, à de nouveaux modes de création et de partage culturel pour évidemment irriguer tous les territoires et ne laisser personne en dehors du champ créatif. Je vous remercie. Je vais reprendre les mots de Patrick, qui tout à l'heure a rappelé les événements tragiques qui ont frappé notre pays, mais aussi le monde, et qui continuent à frapper à chaque instant. Nous sommes dans un moment sérieux. Et c'est une chance d'avoir ce débat sur les droits culturels. Parce que la question, si on peut se poser la question, qu'est-ce qui nous arrive? Avec ce que disait Madeleine, c'est-à-dire un pays merveilleux, où à chaque coin de rue il y a un théâtre, où il y a des acteurs extraordinaires, où les institutions sont là. Qu'est-ce qui nous arrive? Et c'est vrai que quand on est élu dans un petit village, il y a beaucoup de villages ruraux en France, énormément. Il y a 13 millions de personnes qui vivent dans les villages ruraux. Et ceux-là, ils se sentent un petit peu délaissés en ce moment. Alors on est à Paris, mais on pense aussi à eux, et ils sont peut-être dans la salle. Et je crois que la question des droits culturels, c'est penser à l'autre. C'est qu'est-ce qu'on partage avec l'autre. Il y avait, vous savez, cette belle phrase qui est le goût des autres. Est-ce qu'on a encore le goût des autres dans nos sociétés contemporaines? Est-ce qu'on a envie de construire quelque chose avec l'autre? Est-ce qu'on peut faire ensemble et pas vivre ensemble? Nous, en tant qu'élus, on essaie de faire ça finalement, de le dire, de le faire, c'est-à-dire chaque jour. Quand on construit un service public, que ce soit de l'eau, que ce soit même, je dirais, des choses plus dramatiques, quand il s'agit de la mort, on accompagne les gens, un peu de la naissance à leur mort. Et la communauté, elle est là pour ça, solidaire. Elle essaye de prendre en compte la vie des gens telle qu'elle est, et pas forcément, finalement, comme on voudrait qu'elle soit. Je crois que les questions des droits culturels, elles se posent à ce niveau-là. Est-ce que on ne crée pas des politiques, même culturelles, même des politiques publiques, qui sont plutôt, je dirais, normalisées, il en faut, c'est normal, c'est le droit pour tous, mais qui ne tiennent pas assez compte de la vie des gens. Et le divorce qui est aujourd'hui, dans le peu de reconnaissance qu'on a, les élites, justement, parce que tu as fait le lapsus, mais c'est vrai qu'on est considérés comme des élites, mais pas simplement les élus. Hein. Ça a été dit ce matin, je ne sais pas par qui, pour dire que tous ceux qui avaient une situation et qui finalement pouvaient construire finalement leur vie, tout simplement construire leur vie et vivre bien dans cette société qui est quand même assez inégalitaire et assez
assez particulières, eh bien, étaient considérées comme des nantis. C'est bien les résultats que nous avons eus à différentes élections. Donc ça doit nous interroger. En tout cas, ça nous interroge. Et à la FNCC, en 2010, on était dans une réunion, on était quelques-uns, une dizaine. Je crois qu'il y avait Janie qui est là dans la salle. Et on s'est dit, mais on ne peut pas continuer comme ça. On était en train de, je ne sais pas ce qu'on faisait, enfin on organisait certainement quelque chose. Et puis d'un seul coup, les choses ont changé parce qu'on s'est dit, mais vraiment il faut qu'on prenne en compte cette question, qu'est-ce que nous disent les gens, qu'est-ce qu'ils nous disent toutes ces personnes, qu'est-ce qu'ils veulent, comment est-ce qu'on peut, peut-être il y avait Karine, je vois Karine, et on a fait une petite note politique sans envergure, peut-être un petit peu malhabile, point de vue littéraire, qui s'appelait « Des politiques publiques pour les personnes par les territoires ». Et en fait, on ne s'est pas rendu compte sur le fait, on était heureux de ce qu'on avait fait, sans vraiment comprendre exactement ce que ça signifiait. Et on était déjà dans ce qu'on peut appeler les droits culturels, c'est-à-dire quelque chose qui nous projetait dans ailleurs, une autre conception de la politique publique, qui finalement prenait comme centre de gravité non pas la responsabilité historique que nous avions en termes de stratification culturelle, mais plutôt la vie des gens. Et je crois que depuis, on a essayé de, ce que tu disais, Eric, on a essayé de travailler sur ces questions. Mais moi, j'apprécie beaucoup ce qu'a dit Emmanuel. Les droits culturels, personne n'a la définition, et heureusement. Et surtout, personne n'a le vade-mecum non plus. J'espère qu'il n'y en aura jamais. Parce que le jour où il y en aura, ça voudra dire qu'effectivement, il y aura des spécialistes. Et tout le monde doit être spécialiste. Chacun et chacune, si on porte la responsabilité de cette société et du monde, il faut qu'on invente, nous, notre propre forme d'expérimentation de la liberté. Pour nous, les droits culturels, c'est l'expérimentation de sa liberté, l'émancipation. Est-ce que chacun a le droit de l'émancipation? Et là, il y a quelque chose quand même qui a été absent un petit peu des débats, c'est la question de la mondialité. Par faire référence à Édouard Glissant, mais on a besoin que notre monde soit convoqué chez nous. Est-ce que l'autre est un invité temporaire? Est-ce qu'il est permanent? Tout à l'heure, il y a Moïse qui était là, je ne sais pas s'il est encore là, qui nous a parlé aussi de son travail, des artistes, etc. Et l'artiste, est-ce qu'il est temporaire? Est-ce qu'il est en effusion? Est-ce qu'il est, etc. Et je pense qu'on a classifié toute une classification comme ça d'état qui nous fait mal, je pense, qui fait mal aux politiques publiques et qui doit aujourd'hui être repensée. Tout à l'heure, Patrick, tu invitais à renouvellement. Je crois qu'on a vraiment besoin, l'État, parce que souvent on dit l'État, les collectivités, mais en fait c'est la même chose, on est l'État. Il n'y a pas l'État d'un côté et les collectivités. Maintenant, on est la même chose. D'ailleurs, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays où, dans la loi, est dit très clairement que les collectivités et l'État assument une responsabilité partagée. C'est une grande première. C'est historique. C'est aussi historique que les droits culturels. Parce que ça veut dire qu'on ne peut pas compter l'un sans l'autre. Et ça veut dire qu'aussi qu'en termes de décentralisation, qu'il faut appréhender, avec cette nouvelle réforme territoriale, quoi qu'on en pense, qui maintenant est à l'œuvre, il nous faut inventer de nouveaux espaces de parole, de relations, de co-construction. Donc cette inventivité, il faut qu'on la partage ensemble, avec tous les moyens qu'on a. Je suis d'accord avec toi, Madeleine, on en a beaucoup de moyens. Peut-être ne faut-il pas créer des médiateurs, mais peut-être qu'il faudrait former, parce que c'est vrai que la relation, ça ne s'invente pas. Et qu'on a peut-être besoin d'inventer des formations, mais en tout cas des artistes, il y a des tas d'acteurs sur le terrain qui peuvent très bien faire ce travail. Il s'agit peut-être de... je termine, je ne vais pas abuser. Il s'agit peut-être juste de repenser tout cela ensemble à partir du territoire. Je ne développe pas, bien sûr, sur l'importance de la co-responsabilité au niveau régional, etc. Non, ce que je voudrais dire aussi sur la question de la décentralisation, parce que j'ai entendu des choses aussi, je pense qu'il faut être raisonnable. La décentralisation, elle a apporté énormément de choses. Elle a été très positive, parce qu'elle a permis quand même des choses admirables, des tas de rencontres partout,
des tas de rencontres individuelles, collectives. Mais peut-être que depuis un certain temps, depuis quelques années, elle est à bout de souffle. Peut-être qu'aujourd'hui, elle ne peut pas remplir tout cela. Et peut-être qu'effectivement, il y a une perte de crédibilité. Nous avons organisé 3 séminaires sur les politiques publiques ont-elles failli. C'est ce qui ressort un petit peu de cela. C'est-à-dire cette décentralisation qui a joué son rôle, peut-être qu'il faut passer à un autre stade. Et on a beaucoup parlé de démocratie culturelle, mais ça fait longtemps. J'entendais quelqu'un qui parle depuis 30 ans. Non, pas de cette manière-là. En tout cas, depuis 30 ans, il n'y a jamais eu de débat au Sénat, ici, sur cette question-là. Donc on avance, on avance. Mais la question aujourd'hui, c'est peut-être d'avancer d'une manière beaucoup plus massive, beaucoup plus responsable, en utilisant tous nos atouts. Très bien. Tout d'abord, je voulais dire à quel point je regrettais de ne pas avoir participé à l'ensemble de la journée, parce que je sais que les débats ont été très nourris et qu'on avait besoin de débattre sur cette notion de droit culturel qui, somme toute, était sans doute restée pour beaucoup d'entre nous floue. D'ailleurs, le temps du débat parlementaire a été un peu frustrant. On aurait aimé pouvoir approfondir cette question, y compris, cher Patrick, entre nos deux assemblées. Dieu sait si on a travaillé sur beaucoup de sujets, mais c'est vrai que cette notion de droit culturel aurait sans doute mérité un approfondissement. Donc le temps est venu d'en parler aussi tous ensemble, élus, acteurs culturels, tous ensemble. Tout d'abord, je rebondis sur ce qu'ont dit à la fois Florian et Patrick. Ce n'est pas un hasard si dans le contexte actuel, au lendemain du triste anniversaire des terribles accidents du Bataclan, c'est pas un hasard si dans la loi CAP, vous trouvez inscrit la liberté de création au sein de l'article 1, qui inscrit en fait le droit culturel des artistes, complété par les questions de diffusion à l'initiative du Sénat, et puis les droits culturels. Je crois que plus que jamais, c'était le moment de réaffirmer cela dans un texte de loi qui se voulait tout à fait ambitieux. C'est pas hasard non plus que cette question des droits culturels, qui inscrit cette notion dans les politiques territoriales réaffirmées, trouve place au Sénat, cher Patrick, puisque dans le cadre de la loi NOTRe, notre commission a pris un avis, c'est la commission des lois qui traite ces questions de loi territoriale, mais la commission de la culture a souhaité prendre un avis, débattre, auditionner les associations d'élus. Cher Florian, tu es venu aussi exposer un petit peu quels étaient les points de vue des élus sur ces questions, et que la compétence culture a été réaffirmée comme voulant être partagée. Du coup, au Sénat, on a prolongé la réflexion sur la mise en œuvre de ces politiques territoriales qui se voulaient du coup partagées. Ça a été aussi le choix au Sénat d'instaurer le principe d'une commission culture à la CTAP, à la conférence territoriale de l'action publique. Cette commission culture a eu un petit peu de mal à survivre à la navette parlementaire, mais elle est revenue à l'Assemblée, Patrick, n'est-ce pas, dans la loi CAP, pour trouver là un lieu d'expression et de partage et de réflexion sur ces politiques culturelles. Et sur ces droits culturels également qui ont été introduits. Et moi j'ai envie de dire, et si nous profitions de cette notion des droits culturels pour refonder nos politiques culturelles au moment où on a besoin de retrouver du sens? Je n'y vois pas d'ailleurs une contradiction avec la démocratisation culturelle. Je sais que dans les débats à Aix, à Avignon, certains s'émeuvaient en disant c'est une remise en cause de nos politiques de démocratisation culturelle. Non, pour moi, ce n'est qu'un approfondissement. C'est un autre point de vue, un autre angle. La démocratisation culturelle, c'était l'ambition de la culture pour tous. Les droits culturels s'intéressent à l'individu dans ce qu'il a de spécifique, s'intéressent à la diversité des cultures. Et c'est une façon à la fois de dire nous respectons l'individu dans sa construction. Et si on s'intéressait à la façon dont la culture est absolument nécessaire, au même titre que l'éducation, pour l'émancipation des individus. Et si dans le cas de nos politiques publiques, nous y prêtions une grande attention. Ça ne veut pas dire que l'on va construire des communautarismes, antagoniser différentes cultures, c'est au contraire donner la possibilité d'instaurer un dialogue plus que jamais nécessaire des cultures. Donc c'est finalement le mouvement inverse. C'est tout pour moi sauf le repli sur soi, c'est plutôt l'ouverture aux autres. Et je crois qu'on a vraiment besoin de ça aujourd'hui dans nos politiques territoriales qui, je vous le rappelle, même si on ne va pas opposer collectivités territoriales et État, mais les collectivités territoriales représentent pratiquement les deux tiers du financement
évidemment des politiques culturelles et donc forcément les politiques se construisent aussi à partir et fortement des territoires. Donc prenons le pari de dire que les droits culturels vont permettre ce rebond qui est tant nécessaire aujourd'hui. Alors au Sénat, on s'est beaucoup intéressé à la question des droits culturels. Pourquoi? Parce que si 2015 c'était les 10 ans de l'inscription de la diversité culturelle donc la charte de l'UNESCO, c'est également les 10 ans de la loi handicap. Et nous avons beaucoup travaillé lors de tables rondes à ce bilan culture-handicap 10 ans après. Nous avons jugé qu'il y avait beaucoup de progrès à faire parce qu'on aborde souvent la question des droits culturels de ces personnes empêchées de par leur handicap, qu'ils soient physiques ou intellectuels, par l'accessibilité physique. Comment on rentre dans un établissement en fauteuil roulant. Or, c'est se poser la question beaucoup plus profonde qui est l'accessibilité aux pratiques tout court. Et c'est une question essentielle. Il y a beaucoup de progrès encore à faire, je le trouve. Et nous avons du coup engagé un travail au sein de notre commission qui produira ses résultats dans le courant février avec un certain nombre de propositions. Donc les droits culturels, c'est s'intéresser vraiment à chaque individu dans ce qu'il a de spécifique, dont forcément les publics dits empêchés. C'est s'intéresser à la culture à l'hôpital. Je rappelle que dans le cadre de la loi de 2009 HPST, nous avons, sur mon initiative, introduit la notion de caractère obligatoire de la culture dans le projet d'établissement des CHU. Et aujourd'hui, ces politiques, elles sont extrêmement foisonnantes au sein de ces établissements. Bien sûr, la loi n'a fait que sanctuariser ce qui avait été en expérimentation depuis des années, mais ces politiques existent. Alors bien sûr, je dis à Emmanuel Vallon, il a raison, la culture, ce n'est pas du coup un ersatz, c'est pas du divertissement, c'est pas de l'occupationnel. C'est une exigence de la culture avec les acteurs culturels, des médiateurs formés. C'est donc aussi une réflexion à avoir sur la formation dans nos collectivités territoriales.